Bonjour et bienvenue à Entre nous, une émission spéciale où, entre jeunes, on parle de santé mentale. Je m'appelle Étienne Lefebvre et ensemble, on va explorer 8 troubles de santé mentale avec 8 invités afin de trouver des pistes de solutions. Aujourd'hui, on reçoit Marie-Lou, avec qui on va parler de troubles de l'humeur et de la dépression. Pour en savoir un petit peu plus sur le sujet, on va aller voir la capsule de la docteure Christine Pagé, qui va nous en dire un petit peu plus pour trouver nos pistes de solutions. Donc, aujourd'hui, je vous parle de dépression chez les jeunes et aussi de troubles bipolaires. Donc, ce sont deux troubles qui font partie des troubles de l'humeur. Alors, en ce qui concerne la dépression, c'est quelque chose qu'on voit quand même plus souvent chez les jeunes, mais chez les adultes également. Bien, on va souvent avoir des changements dans les comportements, en fait, qui vont arriver chez les jeunes en dépression. C'est un des marqueurs, on pourrait dire, qu'il y a un changement dans les comportements, dans les résultats scolaires, dans les performances, là, selon que le jeune est à l'école ou au travail. Donc, au niveau des symptômes de la dépression, bien sûr, il y a des changements au niveau émotionnel, au niveau de l'humeur, beaucoup de tristesse, sentiment de désespoir, d'impuissance envers ce qu'on peut faire là, dans notre vie. Souvent de l'irritabilité aussi, beaucoup d'irritabilité, une perte d'intérêt, une perte de motivation pour faire ces activités qu'on fait habituellement. Au niveau des changements dans les comportements, souvent le jeune va s'isoler au niveau social, il est beaucoup dans sa chambre, il refuse les invitations de ses amis à sortir ou des soupers de famille, des choses comme ça. Au niveau du sommeil, il peut y avoir soit beaucoup d'insomnie ou au contraire de l'hypersomnie, c'est-à-dire que le jeune pourrait rester couché 20 heures sur 24 là, s'il s'écoutait. Beaucoup de difficultés au niveau de la concentration, de l'attention, de la mémoire, aussi des changements au niveau du poids. Donc, encore là, on va voir soit une perte d'appétit, une perte de poids ou au contraire, un jeune qui va manger beaucoup et qui va en prendre du poids. Ensuite, on va voir des changements au niveau même physique. C'est-à-dire que le jeune peut avoir des douleurs inexpliquées, des douleurs qu'on appelle psychosomatiques, une grande fatigue, bien sûr, surtout s'il y a de l'insomnie, mais même sans insomnie, même un jeune qui dort beaucoup va se sentir épuisé, fatigué, des problèmes digestifs aussi qu'on va remarquer là, chez les jeunes en dépression. En fait, il y a des changements aussi au niveau cognitif. On parlait tout à l'heure de concentration, d'attention, de mémoire. Beaucoup de pensées négatives, de la dévalorisation. Le jeune va se dénigrer, il ne se sent pas bon. Et évidemment, ça peut aller jusqu'aux idées suicidaires, malheureusement. Là, beaucoup d'idées noires, de se faire du mal. Mais c'est quoi les causes? Qu'est-ce qui cause la dépression chez les jeunes? C'est sûr qu'il y a beaucoup la pression sociale, la pression aussi de réussir, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, chez certains modèles que les jeunes vont suivre. Des changements au niveau des hormones, bien sûr, là, à l'adolescence, début de l'âge adulte, il y a beaucoup de changements au niveau hormonal. Fait que ça aussi, ça peut amener de la dépression. Des expériences qui ont été traumatisantes pour le jeune, que ce soit de l'intimidation, une agression physique, même sexuelle, un accident, quelque chose de grave qui est arrivé, il y a un décès soudain, quelque chose comme ça, ça peut amener évidemment une dépression. L'utilisation excessive des médias sociaux, un jeune qui s'isole de plus en plus, qui vit presque dans son monde virtuel, c'est sûr que ça peut amener des symptômes au niveau de la dépression. Évidemment, il y a des facteurs génétiques. On peut voir dans certaines familles que ça se transmet pratiquement de génération en génération. La grand-mère, la mère, la jeune fille, tout le monde fait une dépression à un moment donné dans sa vie, fait qu'il y a une partie héréditaire génétique dans la dépression. Et il y a aussi certaines maladies ou problèmes neurologiques qui peuvent causer de la dépression, puis je dirais même certains médicaments qui peuvent avoir comme effet secondaire des changements au niveau de l'humeur, là, sans que ce soit nécessairement une dépression sévère, mais on peut voir des changements de l'humeur au niveau de la dépression. Alors, des stratégies
pour traiter, pour se guérir de la dépression. Évidemment, la psychothérapie, que ce soit individuelle, parfois même familiale pour un adolescent, par exemple, qui habite encore chez ses parents, ça peut vraiment amener un soutien émotionnel, comprendre pourquoi le jeune est en dépression, trouver des façons, des moyens de s'en sortir, de changer les croyances négatives, etc. L'éducation et la sensibilisation, qu'est-ce que c'est la dépression, parler de santé mentale avec le jeune, avoir des discussions ouvertes sur le sujet. Adopter un mode de vie qui est sain, une bonne hygiène de vie. J'en parle souvent avec mes clients, on y revient, c'est-à-dire une bonne routine au niveau du sommeil, se coucher, se lever à peu près toujours aux mêmes heures, essayer de dormir un 7-8 heures. Même chose pour les repas, prendre des bons repas, même si on a moins faim en dépression, sinon on prend des collations, un peu d'exercice physique. Si on se sent trop épuisé, ça peut être une petite marche, mais c'est important de sortir, de prendre du soleil, vraiment une bonne hygiène de vie. Évidemment, si la dépression est sévère, on consulte son médecin et on peut prendre une médication, un antidépresseur. Quand on a essayé autre chose puis ça n'a pas fonctionné et que ça traîne dans le temps, bien c'est sûr qu'il y a toujours les antidépresseurs qui vont venir rétablir la chimie au niveau des neurotransmetteurs dans le cerveau. D'avoir un réseau social aussi, d'être bien entouré, que ce soit de nos amis, de notre famille, des gens en qui on a confiance, c'est vraiment important pour se sortir de la dépression. Puis aussi apprendre à gérer son stress, parce qu'on sait que à force de vivre beaucoup de stress, ça peut aller vers de l'anxiété qui, elle, peut à long terme se développer vers la dépression. Donc, apprendre à gérer son stress par la respiration, la méditation, la relaxation, le yoga, ce sont des bonnes façons aussi de se sortir de la dépression et surtout de ne pas y rechuter. Puis bien sûr, il y a certains programmes communautaires, parfois chez les jeunes, là, dans certains, au niveau du réseau de la santé, là, qui peuvent offrir des thérapies de groupe aussi pour de la dépression chez les jeunes. Donc ça faisait le tour au niveau du trouble de dépression majeure. Maintenant, je vais parler du trouble bipolaire, qui est quand même beaucoup plus rare, mais qui affecte quand même une partie de la population et qui habituellement va commencer au début de l'âge adulte, justement. Donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, le trouble bipolaire, les symptômes, bien, c'est sûr qu'en phase maniaque, en phase high, qu'on appelle, la personne va avoir énormément d'énergie. C'est excessif. La personne devient extrêmement intense. Il peut y avoir beaucoup d'irritabilité, d'impulsivité, même qui peut aller jusqu'à de l'agressivité, de l'agitation, même dans le regard. Parfois, on va voir le regard est un peu étrange. Donc, il y a vraiment beaucoup de comportements. On peut le percevoir, là, même si on ne connaît pas ce que c'est le trouble bipolaire. Il y a aussi une augmentation de l'activité psychomotrice, des idées de grandeur, et ça peut aller même jusqu'à la psychose. Donc là, une perte de contact avec la réalité où on peut s'imaginer des choses qui sont pas possibles dans la réalité. Donc ça concerne pour la partie plus maniaque. Pour la partie dépressive, eh bien là, je reprends un peu les symptômes dont on parlait tout à l'heure en dépression, c'est-à-dire une grande tristesse, perte d'appétit, souvent une difficulté de sommeil ou comme je disais tantôt, beaucoup de sommeil, perte d'intérêt, de motivation pour ses activités. Ça peut aller encore là jusqu'aux idées suicidaires. Donc, à ce moment-là, on vit vraiment une période de grande dépression. Et ça peut arriver qu'il y ait des périodes mixtes, on appelle. C'est-à-dire qu'en même temps qu'il y a une humeur très triste et dépressive, il peut y avoir une période plus intense au niveau des idées, par exemple, de l'agitation psychomotrice. Donc, ça se mélange un peu tous les deux, là, les symptômes de la phase maniaque et de la phase dépressive. Puis, on va voir souvent au niveau du sommeil cette espèce de changement là, où dans la phase high, bien, la personne pourrait ne pas dormir même pendant plusieurs jours tellement qu'elle a de l'énergie. Et dans la phase dépressive, elle dormirait 24 heures sur 24. Fait que là, on va voir des grands changements au niveau du sommeil. Alors, c'est quoi les causes du trouble bipolaire? C'est sûr qu'avant tout, c'est plus un trouble de santé mentale qui est génétique, qui est héréditaire, mais qui peut être déclenché ou pas, selon différentes choses dont je vais parler. Alors, on sait que c'est ça, c'est un déséquilibre vraiment au niveau du cerveau, principalement concernant la sérotonine et la noradrénaline.
Donc, qu'est-ce qui peut déclencher un trouble bipolaire qui serait déjà là au niveau héréditaire, au niveau génétique? Ça pourrait être un événement traumatisant, par exemple, une agression, un gros accident, un jeune qui vivrait beaucoup d'intimidation, un stress qui est continu, un stress chronique comme au niveau des conflits dans la famille, des problèmes financiers, des choses comme ça. Donc, des gros stress ou carrément des événements traumatisants, ça peut déclencher là, vraiment le trouble bipolaire. L'abus de substances, évidemment, l'abus d'alcool, la consommation de drogue, c'est souvent comme ça que chez les jeunes, le trouble bipolaire va se déclencher. On sait aussi que si au départ, le jeune vit une phase de dépression, et là, on ne sait pas encore qu'il y a un trouble bipolaire, même la médication, l'antidépresseur peut venir déclencher la phase high. Et là, c'est comme ça qu'on sait que ce n'est pas un trouble de dépression, mais un trouble bipolaire qui vient d'apparaître. Et encore là, les changements hormonaux de l'adolescence, du début de l'âge adulte, peuvent déclencher aussi le trouble bipolaire, là, tout simplement par les changements comme on en vit dans certaines périodes de notre vie. Alors, qu'est-ce que c'est les stratégies? Même si on ne peut pas nécessairement guérir là, du trouble bipolaire, on peut vraiment le stabiliser l'humeur, stabiliser les phases pour qu'il n'y ait plus de grandes phases de manie, de grandes phases dépressives. C'est sûr que la médication est nécessaire dans ce cas-ci. Là, on doit vraiment consulter notre médecin et probablement même un psychiatre pour avoir la médication appropriée qui va venir vraiment stabiliser l'humeur. La psychothérapie peut être aussi très aidante pour offrir un soutien émotionnel, trouver des stratégies au quotidien pour se regarder, pour pas retomber dans des phases plus intenses, que ce soit de manie ou de dépression. La psychoéducation, je vous dirais aussi, c'est vraiment important. La psychoéducation, c'est vraiment d'apprendre qu'est-ce que c'est le trouble bipolaire, c'est quoi les symptômes. Il y a des groupes aussi, je sais, en clinique externe de psychiatrie qui vont, des thérapies de groupe qui vont aider à ce niveau-là, où il va y avoir aussi de la psychoéducation, des stratégies vraiment pour mieux réguler ces difficultés-là au niveau de l'humeur. Alors, le maintien d'une routine stable, on revient toujours à la routine, la stabilité, un cadre bien constant, c'est très important pour venir stabiliser l'humeur là, chez les jeunes qui ont un trouble bipolaire. Encore là, apprendre la gestion du stress, c'est toujours très favorable par rapport à ça. Je le disais tout à l'heure, au niveau de l'abus de substances, alors vraiment éviter l'abus de substances ou même, je dirais, l'alcool et les drogues en général parce que ça peut venir vraiment interférer avec la médication qui stabilise l'humeur. C'est important d'avoir une surveillance médicale régulière parce que ce sont quand même des médicaments qui peuvent avoir un impact au niveau de la santé physique aussi. Donc, c'est important là, de voir son médecin régulièrement. Je pense qu'il y a des prises de sang aussi qui doivent être faites régulièrement. Donc voilà, ça fait un peu le tour des stratégies là, au niveau du trouble bipolaire, en fait, pour demeurer stable le plus possible. Bonjour Marie-Lou, merci d'être avec nous autres. Avec grand plaisir, Étienne. Je t'ai choisi parce que tu es une amie, une collègue, puis je pense que tu as une opinion très pertinente sur les troubles de l'humeur. Puis j'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce que tu as vécu, peut-être pas nécessairement en détail, mais comment tu as réussi à surmonter les épreuves qui sont venues vers toi par rapport à ton humeur. Donc, est-ce que tu as déjà fait face à une dépression diagnostiquée, disons? Puis, comment ça s'est manifesté chez toi? Bien, déjà, ma dépression n'a jamais été diagnostiquée et mes troubles de l'humeur non plus. Okay. Mais avec du recul, je peux te dire que tout mon début vingtaine, j'étais certainement en dépression. Si ils avaient eu à poser un diagnostic, je pense qu'ils m'auraient diagnostiqué comme TPL, trouble de la personnalité limite ou borderline. OK. Puis, comment tu as réussi à te sortir, si on veut, de ton corps puis de dire « Ouais, je suis en train de vivre des moments difficiles. » C'est quoi les signes qui ont fait que tu t'es rendu compte peut-être que tu avais une humeur changeante? Ben, dans mon début vingtaine, c'était assez intense. Quand je suis partie de chez mes parents, là, j'étais livrée à moi-même. Et là, je pouvais boire beaucoup d'alcool à n'importe quelle heure, qui n'était pas une bonne idée. Parce que ça activait beaucoup mes problèmes d'humeur, justement.
Puis l'amour aussi, là, c'est intense, les premières relations amoureuses. Puis moi, l'amour mélangé à l'alcool, ça pouvait me faire vriller de manière assez dangereuse pour moi-même. Fait que je m'en rendais pas compte je me rendais compte que c'était pas le fun à vivre, mais je me rendais pas compte que c'était pas normal, avec des guillemets. Là, ça t'a pris combien de temps pour faire un retour là-dessus puis dire « Ouais, j'allais pas bien ». Ben en fait, ça fait 3-4 ans que je vis plus d'épisodes comme ça. Fait que depuis que je vis plus d'épisodes de troubles de l'humeur puis de dépression, ben c'est là que je me suis rendu compte que c'était problématique ma vie avant puis que c'était grave. Puis est-ce que c'était au quotidien? Est-ce que c'était vraiment à tous les jours ou tu avais des périodes plus stables puis à un moment donné, c'était comme un épisode là, qui durait pas? C'était en fonction de ce que les gens activait chez moi. Okay. C'était en fonction de si je ressentais un sentiment. Maintenant, j'ai compris ça, là. Si je ressentais un sentiment d'injustice ou si je ressentais qu'on me prenait pas au sérieux. Surtout le sentiment d'injustice, ça allait activer des trucs assez forts chez moi. Puis, en fait, j'ai coupé pas mal toutes les personnes toxiques ou les relations toxiques de ma vie. J'ai beaucoup, beaucoup diminué l'alcool et j'ai arrêté la pilule contraceptive. Qui jouait avec ton humeur, selon toi aussi? Énormément. Quand j'ai parlé de mes épisodes à mon médecin, il m'a tout de suite dit « On va commencer par arrêter la pilule contraceptive avant de t'envoyer… vers une autre médicamentation. Ouais. Puis déjà, ça m'a… Après quelques mois, j'ai senti un relâchement au niveau de mon humeur. Là, ça a beaucoup, beaucoup aidé. Fait que ça fait pas ça à toutes les femmes, mais c'est un des symptômes qu'il peut y avoir avec les hormones. Fait que ça, puis ensuite, de couper les gens toxiques de ma vie, puis d'arrêter l'alcool, ça a changé radicalement. D'avoir 30 ans, c'est merveilleux. Je sais maintenant qui je suis, je sais qu'est-ce qui m'active. Faire de la boxe, faire du kickboxing, ça, c'est ma thérapie aussi. Par le mouvement, plus que le fait de parler. Pour des gens, ça va être parler, je l'ai essayé. Moi, j'ai vraiment besoin d'intégrer mes émotions intenses dans un mouvement pour ensuite me sentir mieux. J'ai pas nécessairement besoin d'en parler. Est-ce que tu as cherché un petit peu, en fait, tous ces outils-là? Est-ce que tu es allé à gauche puis à droite jusqu'à temps que tu trouves ton truc ou tu t'es mis à plein, mettons, dans la boxe, le kickboxing, ces sports-là, puis tu te dit, ah oui, c'est ça que j'ai besoin. Tu as ressenti automatiquement, dans le fond, une certaine paix d'esprit avec ce sport-là? Bien, pour ta première question, c'était un essai-erreur. Mais la pandémie, ça m'a vraiment changé pour le mieux. Ça a été… moi, je remercie encore aujourd'hui que la pandémie soit arrivée. Assez rare, on va se le dire, mais tant mieux. Mais j'ai adoré cette période parce que ça m'a obligée d'être confrontée à moi-même parce qu'un humain, c'est fait de côté de lumière et de côté sombre. Puis j'ai dû embrace mon darkness. Donc, mes côtés sombres avec moi-même. Et puis là, c'est là que j'ai découvert beaucoup plus le développement personnel et que j'ai reconnecté avec ma spiritualité. Ça t'arrive encore, j'imagine, d'avoir des montagnes russes d'émotions? Oui. Comment tu deals avec ça, en fait? Parce que si ça t'arrive encore, ça va continuer à t'arriver. Fait que c'est quoi les outils que tu as réussi à développer en te connaissant de plus en plus pour peut-être aller calmer ces émotions-là? Ben c'est ça. Moi, dans la vie, je suis entrepreneur de 2 entreprises et une artiste. Donc, je rencontre des problèmes tous les jours, autant dans la business que des problèmes relationnels aussi, des fois avec les gens par rapport à la business. Fait que c'est de gérer autant mes émotions que les émotions des autres. Fait que quand tu arrives à une confrontation d'humains, ce qui se passe dans mon corps, c'est que je sais que c'est là où ça peut commencer à vriller, c'est que je commence à trembler. Et là, quand je commence à trembler, je me dis, oups, là, moi, il y a 10 ans qui commence à trembler, ça peut aller loin. Mais moi, aujourd'hui, qui commence à trembler, je le remarque, je respire et je me dis que avant tout, j'aime cette personne-là. Avant tout. Et qu'elle fait de son mieux en ce moment et que les deux ont fait de notre mieux. C'est ça. Et là, je respire et je lui dis, je sais que je dis des choses positives. Comme ça, elle se détend. Puis là, après, elle va me dire des choses gentilles. Puis là, on respire toutes les deux. C'est ça. Fait que en fait, c'est faire la part des choses entre ce que l'autre vit, qui est aussi valide, puis ce que toi, tu vis, puis réussir à trouver l'entre-deux, puis comment vous pouvez vous entendre. Et parce que j'ai compris
aussi que quand on a un problème avec quelqu'un, on a une dispute, ben, les deux ont toujours raison et les deux ont toujours tort. Ben, après, c'est d'aller valider. Moi, je préfère être la grande personne, là, puis je vais valider que toi, tu as raison, mais j'aimerais ça que tu valides aussi que moi, j'ai raison, puis là, on va se calmer, puis là, on va se parler. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'est mieux de prendre une décision quand on est dans cette montagne russe d'émotions-là ou d'attendre vraiment que ça se calme? Parce que quand on est dans la montagne russe, on peut dire que c'est les vraies émotions. Fait logiquement, on devrait se fier là-dessus. C'est ça que j'ai compris, c'est que quand on est dans la montagne russe d'émotions, c'est des émotions en réaction à. Ouais. Donc, ce n'est pas la vraie émotion. Ouais. Parce que j'ai compris qu'en fait, quand je suis fâchée de manière réactionnelle, très souvent, c'est que je suis déçue ou je suis triste. Ouais. Fait que la vraie émotion en dessous, c'est ma tristesse. Mais la tristesse n'est pas une émotion d'action, c'est la colère qui est plus une émotion d'action. Donc, on a tendance à se mettre plus en colère pour aller plus vite, pour trouver des solutions. À travers la tristesse? Non, à travers la colère. Oui, mais est-ce que ta tristesse t'emmène vers la colère? Oui, mais au début, quand tu vis d'abord la colère, là, c'est là où tu prends des mauvaises décisions parce que c'est pas ta vraie émotion. Mm-hmm. Puis là, si tu te redéposes, que tu prends 2 secondes, puis là, tu te rends compte, OK, dans le fond, en fait, j'ai envie de pleurer. Je sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, ça me fait ça. Moi, j'ai envie de pleurer. Ah, pourquoi j'ai envie de pleurer? Ah, ben parce que la personne avec qui je travaille, en fait, c'est mon amie à la base. Mm-hmm. Puis je l'aime beaucoup, puis ça me fait de la peine que j'ai pas l'impression que c'est important pour elle ce qu'on est en train de faire. Ouais. Mettons, c'est ça, en fait, comment je me sens pour vrai. Mais si j'avais juste agi sur la colère, elle me fait chier. Je prends pas des décisions. Fait qu'un des trucs, ce serait d'aller valider puis d'avoir une bonne communication, dans le fond, avec soi-même d'abord. Avec soi-même d'abord. Puis ensuite avec l'autre. Puis ensuite avec l'autre. Puis qu'est-ce qu'on fait dans un cas où la personne, elle fait ce qu'on appelle en anglais du gaslighting? On met du gaz sur le feu. Puis toi, tu sais que tu veux être la meilleure personne, tu veux faire ton bout de chemin, mais l'autre, ça semble pas y arriver. Ce serait quoi les pistes de solution dans ce cas-là? J'en ai 2. OK. Allons-y. OK. La première, c'est que tu essaies d'être 100% dans « je valide cette personne-là », puis je lui montre que je suis full avec toi. Puis une fois que tu l'as validé puis qu'elle se sent bien, tu lui dis « OK, mais maintenant, est-ce que tu peux me valider vu que je t'ai validé? » Puis là, si elle fait cet effort-là, tu te dis « OK, cool, on peut continuer à avancer ensemble. » C'est ça. Mais si, mettons, à 3 reprises, la personne te gaslight, ben, tu la mets hors de ta vie. C'est moi moi, je fonctionne de même maintenant. Parce que ça veut dire que la personne a un manque d'intelligence émotionnelle, à mon avis, et que je ressens le sentiment d'injustice, encore une fois, fait que ça va être une relation toxique, fait qu'il vaut mieux arrêter la relation. C'est ça. Je pense que tu as développé, en fait, ce mécanisme-là pour te protéger aussi, pour pas avoir, justement, parce que, comme tu disais, tu es très réactive aux autres. C'est pas nécessairement que tu vas te lever le matin puis tu vas avoir des super hauts moods ou des super bas moods puis que tu vas te teinter toute ta journée avec ça. C'est vraiment en relation avec les événements qui arrivent. Mm-hmm. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu te coupes de ce qui est toxique. C'est ça. Ça veut pas dire, ça c'est important pour moi, ça veut pas dire que la personne en soi, elle est toxique. Parce qu'il y en a d'autres peut-être qui vont accepter qu'elle fasse ça dans leur vie puis que ça va être bien correct. Ça veut dire que pour moi, selon ma perception du monde, elle est toxique. Exactement. Donc, c'est d'apprendre à te connaître en premier. Mais c'est très difficile dans le début vingtaine. Puis ça, c'est une émission pour les jeunes. Oui. Alors, on va leur parler. Moi, j'ai trouvé que la vingtaine, c'était à la fois merveilleux et horrible. Même chose. Parce que tout est possible, mais en même temps, tu sais pas t'es qui. Non, puis tu t'essayes. En fait, tout ce que tu fais, c'est essayer. Puis des fois aussi, pardonner. On pardonne beaucoup. Pour se faire aimer. Pour se faire aimer. Mais au bout du compte, c'est des gens qui nous tirent vers le bas puis qui sont pas là pour notre bien. Fait que, je veux pas, on est en train de se découvrir nos limites. Mais c'est quand on dépasse ces limites-là, je pense que c'est là qu'on va creuser dans des émotions qui peuvent être dangereuses puis qui peuvent nous amener peut-être à faire des actes que la personne qu'on est réellement ferait pas. Ou on englobe tout ça puis on met ça dans un petit coin. On met ça dans un petit coin, puis qu'est-ce qui arrive à un moment donné? Ça Crise de la quarantaine. Crise de la quarantaine, ça pète, ou tu te ramasses que tu te rends pas compte que ton mood il a changé, mais tu es dans dépression. C'est ça. C'est quoi les ressources qu'un jeune pourrait aller chercher pour... S'il pense qu'il va mal, est-ce qu'il doit aller voir
son ami de confiance, comme toi t'as fait, mais quand tu t'en rends compte toi-même, tu dis « je vais pas, je sais pas qu'est-ce qui va pas ». Toi, qui t'irais voir en premier? Est-ce que tu irais voir un professionnel? Parce qu'il ne te jugera pas. Ton ami est beaucoup plus proche, mais ça se peut que tu aies la peur du jugement. Comment tu vois ça? Oh. Wow. Moi, j'allais beaucoup voir ma maman, là. Puis quand j'avais des épisodes vraiment intenses, je passais une semaine chez elle, puis elle me jugeait pas, elle me traitait pas de folle. Parce que aussi c'est difficile quand les gens te traitent de fou ou de folle. Puis elle me disait juste que j'étais très sensible, puis qu'il fallait que je me respecte là-dedans, puis que je trouve c'est quoi mes limites. Ouais. Fait que si c'est pas ta maman ou si c'est pas ton papa, de trouver la personne qui va accepter qui tu es dans toute ton essence, puis dans tout ce qui est sombre en toi aussi. Moi, c'était ma mère. Puis souvent, on va vivre de l'isolement quand on est en dépression. On va vouloir s'isoler des autres. Parce qu'on veut faire la paix avec nous-mêmes au bout du compte. Fait que c'est une bonne chose. On dit, OK, je vais rester chez nous, comme ton ami. Lui, il a besoin de rester une semaine chez eux. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne médicamentation? Parce que l'isolement social, non, c'est pas bon. Ça attire vers le bas. Non, il fait ça parce que lui, il est quand même bipolaire, là, avec un trouble d'anxiété généralisée. C'est quand même... C'est pour pas affecter les autres. Oui, c'est pour protéger autant lui que les autres qui fait ça, parce qu'il se connaît maintenant. Ouais. Mais aussi, souvent, il va chez sa maman. Puis là, il reste des fois une semaine complète chez sa mère parce qu'il sait qu'il peut plus prendre soin de lui. Ouais. Donc, il faut que quelqu'un prenne soin de lui. Puis il veut pas mettre cette responsabilité-là sur sa copine. Mais aussi, lui, dans le fond, ça a été très difficile au niveau de la santé mentale parce que tout ce qui était public, c'est des listes d'attente qui n'en finissent plus. Ouais. Fait que ça fait 7 ans qu'il est là-dedans. Puis là, il a décidé de se tourner vers le privé. Mais même au privé, c'est difficile parce qu'il faut que tu trouves le bon professionnel qui fonctionne avec toi. Ouais. Fait que là, ça fait 3 qu'il fait. Puis que ça fonctionne pas. Ouais. Fait qu'il essaye vraiment, là. Comment quelqu'un pourrait surmonter quelque chose qui semble insurmontable? Tu sais, souvent, on accumule, on tombe en dépression. Puis après ça devient tellement une grande montagne. Quel truc tu pourrais donner à quelqu'un pour pas qu'il voit ça comme une montagne puis infranchissable? Écoute, je vais te dire ce qui me passe par la tête, parce que moi, c'est ça le travail que j'ai fait, là, mais c'est d'être un peu moins égocentrique. Okay. Puis je pense que je l'étais beaucoup dans mon début vingtaine, mais on dirait que toute la vie tourne autour de toi. Là. Ouais. Puis c'est comme, oh my God, j'ai un mauvais party, là. Oh my God, les gens, clairement, ils me regardent en ce moment. Clairement, les gens pensent ça, puis ça de moi. Non, tout le monde s'en fout de toi. Ouais. Tu sais, genre, tout le monde est pris dans son corps à soi, puis tout le monde pense à lui-même avant de penser aux autres. C'est ça. Puis à partir de là, déjà, il y a comme un laisser-aller de « OK, je suis pas si important que ça pour les autres, à part pour ma mère, mettons, puis pour mon chum. Là. Mais à part de ça, quand je marche dans la rue, les gens remarquent pas que là, je suis en jogging, puis d'habitude, je porte pas des jogging. Ça, quand je poste tel post sur les réseaux sociaux, là, même si je suis une influenceuse, pour vrai, on scroll tellement vite que même si je like, peut-être que j'ai même pas vraiment vu ta publication. Fait qu'à partir du moment où j'ai compris que tout le monde s'en fout de moi, puis que moi, je m'en fous de tout le monde. En même temps, tout le monde, on s'aime, là, mais on s'en fout, là. Ouais. On est dans notre monde. Il me reste du temps juste pour une dernière question. Okay. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à Marie-Lou à 19 ans, juste avant sa vingtaine? J'aurais tellement voulu donner un conseil. Oui, c'est ça. Tu peux, là, tu retournes dans le temps. OK. Je peux juste lui en donner un? Malheureusement, oui. Parce qu'il reste juste 1 minute. Oh là là, OK, attends. Conseil, entoure-toi des bonnes personnes pour toi. OK. Puis apprends qui sont les bonnes personnes à travers ça. C'est ça. Super. Je te remercie beaucoup d'être avec nous, Marie-Lou. Donc, en conclusion, on s'entoure des bonnes personnes, on apprend à se connaître, puis on enlève le poids sur la montagne des difficultés qui peuvent arriver dans notre vie. Donc, à la maison, on se revoit pour un prochain épisode de Entre nous. À bientôt.